monsieur, bonjour. Première livraison pour le mois de mars de la revue des grandes unes sur Equinox Télévision. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes en direct du programme qui fait la part belle au traitement de l'actualité tel que paru au sein des journaux durant la journée. Je vous invite à vous installer confortablement et en notre compagnie à découvrir les unes qui constitueront l'ossature de cette première livraison du mois de mars de la revue des grandes unes. Nous parlerons en première thématique de cette émission de Conceição Out et Song In. C'est l'information du moment avec le journal La Nouvelle Expression qui titre en sa une sur Samuel Eto'o qui obtient la tête de Tony Conceição. C'est officiel et ce, malgré l'annonce du ministre des Sports. Le président de la République a décidé que le sélectionneur des Lions Indomptables senior serait désormais un Camerounais. Paul Biya a tranché et a choisi le capitaine Courage. Quelles sont les motivations qui sous-tendent cette décision venue tout droit du sommet de la pyramide? Nous essaierons d'en savoir un peu plus au cours de cette édition de la revue des grandes unes. Et pour mutation, c'est le son du triomphe, le son du triomphe de Somba Anak, désormais à la tête des Lions Indomptables. Le journal Mutation qui mentionne la nomination de ce dernier à la tête de l'équipe nationale des Lions Indomptables qui répond à l'appel du peuple camerounais qui finalement a eu gain de cause. Cependant, nous dit Mutation, le nouveau coach n'aura pas d'état de grâce et les défis médias qui s'imposent à lui, la refonte de cette équipe nationale du Cameroun et bien sûr les matchs comptant pour la qualification au mondial Qatar 2022. Pour Popoli, ces deux hommes qui sont désavoués, Popoli qui mentionne Kombi et Zogo et leur demande si le volume est bon. Là, on distingue en image le président de la République qui tire littéralement le ministre des Sports et de l'Éducation physique par le col du costard et le ramène en disant reviens ici avec ta grande moustache là et va démentir tout ce que tu as raconté, tout ce que tu as bavardé sur les antennes de la télévision nationale. Le ministre des Sports qui, semblait-il, avait adoubé la réinstallation de Tony Conceição à la tête des Lions Indomptables. Finalement, c'est la FECAFOOT et la présidence qui auront eu le dernier mot dans l'histoire. La deuxième thématique de cette émission, parallèlement aux cris de joie qui retentissent après la nomination de Rigobert Song-Bahana à la tête des Lions Indomptables, l'opération Craie Morte, elle, se poursuit et s'intensifie. Le mouvement s'intensifie, c'est ce que nous dit Émergence de ce matin qui parle justement du péril qui règne actuellement sur les examens de 4e séquence sur l'ensemble du territoire national avec ce mouvement de grève observé depuis une semaine, depuis plusieurs jours par les enseignants sur l'ensemble du territoire national suite aux revendications de ces derniers sur l'amélioration de leurs conditions de vie et leurs conditions salariales. L'un des profils particuliers qu'Émergence évoque dans cette thématique en pied de une, c'est cet enseignant qui a fait 28 ans sans salaire, recruté à la fonction publique depuis 1985. Son nom, Soso Eli, 28 ans sans salaire. L'homme qui avait pourtant claqué la porte de l'Hexagone pour revenir au Cameroun aujourd'hui se retrouve être le visage de ces revendications des enseignants aujourd'hui. Comment peut-on en arriver à 28 années sans salaire dans un pays où l'éducation, comme dans tout autre pays, devrait être au centre des préoccupations de l'action gouvernementale? Nous essaierons d'y voir un peu plus clair au cours de cette édition de la revue des grandes unes. Voilà, mesdames et messieurs, les titres sélectionnés par notre rédaction centrale qui constitueront l'ossature de cette nouvelle livraison de la revue des grandes unes. Et pour comprendre, commenter, décrypter, analyser ces titres, je reçois sur ce plateau deux journalistes officiants au sein de deux rédactions de presse écrite. D'abord, à ma droite, et l'officie pour le quotidien La Nouvelle Expression, féru des questions de sport. Il était particulièrement souriant ce matin et il est encore. Hervé Villandjelé, bonjour et bienvenue. Bonjour Cédric, bonjour à mon compagnon de tous les jours et bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Je ne veux pas laisser passer sans faire ce coup de gueule. Coup de gueule à l'endroit des autorités, en fait, de la mairie de Douala 5e. Pour ceux qui traversent tous les jours le marché Missoké, vous constatez que la route se dégrade progressivement de ce côté-là et il y a chaque matin un très grand bouchon là-bas que ne réussit pas souvent à libérer les éléments des forces de police du 10e arrondissement qui sont au quotidien en train de travailler de ce côté-là. On a commencé à mettre des pavés sur cette voie-là. On a arrêté les travaux depuis des mois. Même les pavés qu'on a commencé à poser ont commencé à s'enlever progressivement et ça n'a pas été remplacé. Et tout ça se passe aux yeux, au vu
de la mairie de Douala 5e qui devrait effectivement veiller à ce qu'au moins de ce côté-là, ça circule. Curieusement, ce n'est pas ça. Donc, sur le calvaire des passagers, sur le calvaire de tous ceux qui empruntent cette route, et chaque matin pour arriver à leurs différentes destinations, ce n'est pas facile du tout. Justement, du côté de Douala 5e, Makepe Misoke, qui est également l'un des lieux répertoriés comme foyer de choléra dans la ville de Douala. En face de vous, il officie pour le journal Le Messager. Lui aussi a son mot à dire sur les questions de sport, mais s'attardera beaucoup plus sur la situation, la dégradation sociale et du contexte des enseignants au Cameroun. Rodrigue Tchokoa, bonjour et bienvenue. Bonjour Cédrine, bonjour à Hervé Villard et bonjour à nos très chers téléspectateurs. Permets-moi de commencer cette revue de la Une par un plaidoyer. Un plaidoyer que je voudrais adresser comme ça à l'endroit du ministre de la Communication. S'il ne nous suit pas, s'il ne nous écoute pas, et je crois que ses services compétents sont aux aguets. Le plaidoyer nous concerne, nous ici tous sur le plateau, et d'ailleurs l'ensemble de la corporation des journalistes. Vous vous souvenez que le ministère de la Communication a organisé, je crois que c'était en 2012, les états généraux de la communication et de la presse. Alors, plusieurs années après, nous nous posons toujours la question, que sont devenus les états généraux, les résolutions, les recommandations qui ont été prises à l'issue de ces états généraux de la communication et de la presse. Parmi les recommandations, je pense qu'il y a quelques-unes qui ont été prises, notamment la carte de presse qui a été implémentée. Mais ce que je voudrais faire comme plaidoyer, c'est que pour rehausser le statut des journalistes au Cameroun, je pense qu'on peut faire comme cela se fait, disons que essayer de reconnaître des droits sur les articles de presse et les reportages audiovisuels. Reconnaître des droits d'auteur, justement. Je pense que si on reconnaît les droits d'auteur sur les articles de presse et ce que les journalistes font dans les médias audiovisuels, je pense que cela peut rehausser. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, il y a un confrère de Mutation qui m'a fait état de ce qu'il a retrouvé deux de ces articles de presse dans des manuels, des sites d'information, des manuels scolaires, dans les manuels scolaires au programme. Donc, il a retrouvé ces deux articles dans des manuels scolaires, mais il n'a pas été cité. Il n'a pas été consulté. Il n'a pas été consulté. Il n'a pas été consulté. Et il n'a touché aucune redevance. Pour dire donc, moi également, j'ai eu à retrouver mon article dans un document didactique d'une ONG. Ils avaient exploité mon article parce que cela leur était important. Je voudrais tout simplement dire que si un institut, j'adresse le plaidoyer à l'endroit du ministère de la Communication, si on institue comme ça des droits d'auteur sur les œuvres des journalistes, cela va rehausser le statut. Ça va permettre qu'il y ait une sorte d'émulation. Ça va permettre aux journalistes de vivre mieux de leur art. Et puis, ça va susciter même la lecture, d'écouter, de lire les articles de presse. Et je pense que c'est un plaidoyer que j'adresse comme ça à l'endroit du ministère de la Communication et ses services compétents qui sont chargés de lui transmettre. Merci. Oui, justement, c'est un cri de colère, un cri de détresse également à l'endroit du ministère de tutelle en charge de la communication au Cameroun. Messieurs, nous entrons dans le vif du sujet avec la première thématique consacrée de cette émission, la thématique avec Conceição Out, Son In. Finalement, c'est un national qui occupera désormais le siège de sélectionneur des Lions Indomptables, Rigobert Sambana, qui a été nommé sur très très haute instruction du chef de l'État, je tiens à le mentionner, d'un document venant du secrétariat général de la présidence, portant mention très urgent. Aujourd'hui, Hervé Villard, comment accueillez-vous cette nouvelle ? Bon, il faut dire qu'en tant que Camerounais et en tant que nationaliste, c'est une très bonne nouvelle d'ailleurs, premièrement. Bonne nouvelle parce que on a réussi finalement par avoir sur le banc de touche de l'équipe nationale un national. Quelqu'un qui a quand même été au sein des Lions Indomptables pendant plusieurs années, ça fait 14 ans en moyenne. Oui, qui a 14 eu un bon parcours. Un bon parcours, un bon palmarès. C'est le seul
en Afrique qui a participé qui a 139 sélections, si je ne me trompe pas. 140 sélections. Donc, pour dire qu'il est l'un des plus capés et qui a participé à plusieurs Coupes d'Afrique des Nations. C'est une bonne chose qu'il soit seulement le touche camerounais et que, au regard de tout ce qui s'est passé pendant la Coupe d'Afrique des Nations, la dernière que nous avons organisée, c'était imminent. Et maintenant, il fallait juste savoir comment cela allait se passer. Parce qu'en fait, on ne comprenait pas que l'on continue à garder Conceição malgré les bons résultats qu'il a réalisés sur le banc de touche. Parce qu'il faut rappeler que Conceição est viré, ne pas parce qu'il a réalisé un mauvais résultat. Non, au contraire, c'est vrai qu'il n'a pas remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Qui faisait partie l'un de ses objectifs. Parce qu'il faut rappeler qu'il en avait 2. Au moment où on reconduisait son contrat pour 2 ans, il en avait 2. Remporter la Coupe d'Afrique des Nations et qualifier les Lions pour le Lion mondial Qatar 2022. Il a échoué la première. On s'attendait absolument que peut-être on le laisse finir, atteindre ou non le second objectif pour estimer que son bilan n'est pas positif avant de le virer. Mais curieusement, ça arrivait un peu plus tôt. Et on peut comprendre. Parce qu'en fait, il y a eu déjà ce clash qu'il y avait au sein des zones notables avec le cas Éric Maxime Choupo-Moting qui a défrayé la chronique pendant des mois. Parce que j'ai rappelé sur ce plateau que bien avant la CAN, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, la presse avait déjà dénoncé ce problème Choupo-Moting au sein de la tanière. Oui. Et je pense qu'il y a eu ce clash qui était à mon vision lors du match Cameroun-Burkina Faso, comptant pour la 3e place de la Coupe d'Afrique des Nations. Et on a vu littéralement Choupo-Moting dire « je ne joue pas ». C'est quand c'est sérieux encore là. Oui, non, il a dit je ne joue pas le match. Je ne joue pas le match. Le match, il est parti s'asseoir au lieu d'aller rester sur le banc de et plus tard, il a dit si Conceição là, je ne viendrai plus à l'équipe nationale. Et les images, nous l'avons suffisamment interprétées sur ce plateau avec la longue conversation pendant la remise des médailles de la 3e place au Lion entre Choupo-Moting et le nouveau président de la Fédération camerounaise de football, dont on l'a longuement vu. Bon, c'était juste une parenthèse pour dire que Song est là, c'est une bonne chose. Le souci pour nous autres, qui aimons le foot, qui aimons les résultats, c'est qu'il arrive à un moment très, très difficile. Le Cameroun joue les éliminatoires de la Coupe du Monde contre l'Algérie, face à l'Algérie le 25 mars prochain. Au moment où l'Algérie est en plein dans sa préparation, c'est à ce moment qu'on décide de faire partir un entraîneur. Et le Nigeria avait pratiquement le même problème avant d'arriver en Coupe d'Afrique des Nations. Oui, justement. Mais il faut rappeler que Son Bahana est nommé à un moment très très compliqué. Un moment coupé, permettez l'expression, parce que vous savez, les Camerounais sont friands de résultats. Et on attend à bras ouverts la Coupe du Monde. On sait que si la CAN nous a échappé, on voudrait se consoler avec la qualification à la Coupe du Monde. Oui. Donc, un match capital à jouer. La nouvelle expression l'a d'ailleurs mentionné dans son journal ce matin. Les défis qui attendent le nouveau staff technique, vous avez déjà reconstruit. Parce qu'il faut rappeler que la reconstruction de l'équipe nationale est toujours en jeu. Elle n'est pas finie, continue. Et surtout, se qualifier pour la Coupe du Monde. Et ça se passe par 2 matchs. Le premier match, c'est le 25 mars, ici à Japoma, contre l'Algérie. Et le second, le 29, en Algérie également. Oui. Donc, vous comprenez que c'est une mission, je ne dirais pas suicidaire, très difficile. Mais en tant qu'entraîneur, je pense qu'il a entouré, il a les armes pour pouvoir du moins mener à bien cette mission. L'autre point important de la chose, c'est la nationalisation du banc de touche. Vous vous rappelez que quand vous remontez la liste des entraîneurs nationaux depuis 1966 qui ont encadré l'équipe nationale, on a à peine 10 Camerounais qui se sont assis sur le trône. Entre Jules Frédéric Nyonga, Jean-Paul Akono, vous voyez que les noms même... Les noms échappent, ça remonte à tellement d'années. Exactement. Et Jules Frédéric Nyonga est venu peut-être 2 ou 3 fois. Jean-Paul Akono. Il faut quand même rappeler que le seul qui a remporté un titre majeur avec l'équipe nationale, c'est Jean-Paul Akono. Les Jeux Olympiques de Sydney 2001. Vous comprenez que ce sont des questions qu'il faudrait se poser en tant que journaliste pour comprendre. Est-ce que la nationalisation suffit? Peut-être pas, mais il faut commencer par là. Il faut quand même aussi rappeler que il faut, à côté de la nationalisation du banc de touche, mettre sur pied des canevas pour permettre à celui-ci de pouvoir bien faire son travail. Vous vous rappelez que les entraîneurs étrangers ont toujours été payés chez nous à des trentaines, des quarantaines, des cinquantaines, voire 60 millions de francs CFA par mois pour un entraîneur
expatriés. Expatriés. Mais quand il s'agit... J'espère peut-être que le statut de exactement. C'est à ce niveau-là que différent. moi, je porte, à côté du plaidoyer, de Rodrigue, que je porte le vrai plaidoyer. Il faudrait justement que donner à cet entraîneur les moyens conséquents pour pouvoir bien faire le travail qui est le sien. Sinon, on retomberait les mêmes vices. Je vous rappelle que Jean-Paul Acon, jusqu'aujourd'hui, revendique encore son salaire. Vous vous souvenez qu'il était gravement tombé malade dernièrement et que ce sont même des joueurs qui sont volés à son secours. Je ne voulais pas citer l'actuel président de la Fédération camerounaise de football, qu'il remercie grandement partout où il a l'occasion de le faire. Pourtant, on le rappelle que chaque fois, parce qu'il était d'abord fonctionnaire en tant qu'enseignant d'éducation physique, que non, il bénéficie tout simplement de ce salaire-là. Or, quand on fait venir un entraîneur expatrié, on lui donne 40 millions, 30 millions. Or, il est temps que si on veut nationaliser notre banc de touche, qu'on donne des moyens conséquents pour éviter les histoires de ndolé qu'on connaît souvent au Kina. Ça ne peut pas manquer, c'est vrai. Mais quand on a les moyens de faire le travail qui est de nôtre, on s'organise mieux. Autre chose, nous les Camerounais ne sommes pas patients en termes de... On a vu pendant la CAN, il y avait parmi les 24 nations qui étaient présentes à la Coupe d'Afrique des Nations, on en avait au moins 12 qui avaient sur leur banc de touche des nationaux. Je pense que c'est un bon vent qui souffle. Ça traduit le fait que chez nous aussi, nous avons des compétences. Et d'ailleurs, l'actuel coach champion d'Afrique des Nations n'est autre qu'un ancien joueur des Lions de la Teranga. Beaucoup de gens établissent le parallèle entre les deux. Justement, puisqu'ils ont tous la tête, les dreadlocks, ils ont joué défenseurs centraux, ils ont joué ensemble. Ils ont été capitaines de leur sélection également. Ils ont évolué comme... ils ont tous joué la dernière CAN qu'ils ont rapporté ça en 2002 au Mali. Et vous voyez que c'est deux joueurs qui ont marqué leur génération. Est-ce que l'effet du coach sénégalais pourra se produire au Cameroun? C'est tout le mal qu'on souhaite. Non, je ne souhaite pas du mal, moi. Je souhaite du bien. Moi, je souhaite du bien. On souhaite aussi gagner la prochaine Coupe d'Afrique. Oui, mais sauf qu'il faudrait que cela se fasse dans le temps. Aliou Cissé lui a mis 7 ans sur le banc de touche. On devrait peut-être attendre 7 ans alors. Et en termes de longévité, après appréciation du temps mis sur le banc de touche des différents entraîneurs sur le banc de touche des Lions Indomptables, le plus long, ou celui qui a le plus duré, a fait 3 ans. Or, si on veut construire, il ne faudrait pas qu'on attende... Il faut établir sur la durée. Exactement, il ne faudrait pas qu'on attende des résultats à l'immédiat. Oui. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faudrait faire preuve de patience vis-à-vis... Je sais que les Camerounais n'aimeraient pas vivre le spectre de 2006, la Coupe du Monde de 2006. On est entré avec 0 point. Non, on n'y est même pas parti parce qu'on y est pas. match contre l'Égypte. En 2010, oui, c'est encore rentré. On est parti en Afrique du Sud avec 0 point. Vous vous souvenez qu'en éliminatoire Coupe du Monde de 2006, on est en 2005 à Fandena, Cameroun, Égypte. Il y a ce penalty, fameux penalty qui échoue sur le montant droit des buts des Égyptiens. Et vous imaginez que les Camerounais avaient dormi très tôt ce soir-là. Pourtant, il y avait déjà la fête qui était organisée par le ministre Philippe Bagabo à l'époque. Oui. Donc, comprenez que ce sont des très grands enjeux. Il faudrait tout simplement qu'on mette des petits pas des grands pour que les choses se passent à merveille. Oui, Rodrigue Tchokwa, on vous a un peu lésé. Hervé Villar a tenu le crachoir, comme on dit souvent, il est dans son élément. Mais cependant, il y a une question. Il y a une question qui taraude l'esprit de nombreux Camerounais. On sait que les sélectionneurs qui se sont succédés à la tête des Lions Indomptables ont très souvent eu les pieds et les mains liés quant au choix même des joueurs qui composeraient la sélection nationale. Aujourd'hui, qu'on a un Rigobert Song qui sait comment ça se passe, qui connaît les difficultés, puisqu'il a été capitaine, il était sélectionneur de l'équipe A'. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Rigobert Song, du point de vue de la nationalisation et de cette volonté ferme de nouvel exécutif de l'Africa Foot, de rentrer dans l'histoire, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Rigobert Song soit libre, entre guillemets, d'opérer des choix décisifs dans la tanière des Lions Indomptables? Tout d'abord, je dois commencer par exprimer, nous devons exprimer notre fierté par rapport au choix porté sur Rigobert Song, qui l'on sait... Lui aussi, il est particulièrement heureux. On a vu la vidéo qui circule sur les réseaux. Heureux. Et puis, on a le sentiment que le plaidoyer du président
de la Fédération camerounaise de football a été écouté et en haut lieu. C'était l'une de ses promesses de Tout à campagne, fait. soit Donc, dit en passant. on est fiers donc de la désignation de Rigobert Song et de tout son staff, hein, parce qu'on retrouve dans son staff quelqu'un comme Raymond Kalakongo, Souleymane Waminou, Augustin Simo, justement. Donc on est fiers de cette équipe et puis on espère que avec cette nationalisation du staff technique autour des Lions indomptables, que cela va nous apporter beaucoup de choses. Nous savons déjà que Rigobert Song, c'est vrai que son parcours avec les U17, la prime, ça n'a pas été fameux, mais au moins là on sait que ceux qui ont été appelés récemment pour parler de quelqu'un comme... il y a un nom là, Tolo. Tolo fait partie des gars que Rigobert Song a travaillé avec eux quand ils étaient encore plus jeunes et que maintenant retrouvé au niveau de l'équipe nationale Fagnon. Je pense que ce sera un très bon tremplin pour aller de l'avant. Maintenant, est-ce que parmi tout ce qu'on avait comme experts en matière d'entraîneur, il n'y avait que Song, je pense qu'il y avait bien d'autres. Beaucoup de gens voyaient un Patrick Mboma. Justement, Patrick Mboma a été même annoncé. Il a été annoncé. Sauf que j'ai appris qu'il a décliné l'offre à la dernière minute et voilà, on a porté le choix sur Rigobert Song. Donc on espère que... Pour revenir, mettre un peu de l'eau au moulin de Rodrigue, il faut quand même rappeler qu'en termes de background, Rigobert Song n'est pas parmi les coachs nationaux celui qui a un background assez fourni pour pouvoir être au banc de touche des Lions indomptables. Il y en a plein. Oui, bon, c'est vrai, il a cité, on sait quand même qu'il est passé, il a quand même entraîné les A' et ça ne lui a pas souri. Mais bon, comparaison n'est pas raison. Peut-être que la chance qui accompagne le bleu peut être celui-là qui peut nous espérons maintenant que si les moyens lui sont donnés, justement. Est-ce qu'il aura les mains? Je revenais donc à votre question. Je pose la question de savoir comment est-ce que Rigobert Song arrivera à parler, à s'adresser à des joueurs qui sont financièrement plus capés dans leur championnat en Europe ici. Donc voilà pourquoi le plaidoyer de Hervé Villard porte tout son pesant d'or, parce qu'il va falloir que, c'est vrai, nous sollicitons des entraîneurs nationaux, il va falloir que leur situation, que les salaires, qu'ils aient des moyens conséquents pour pouvoir travailler et puis donner de bons résultats à notre équipe nationale. Oui, justement, ces résultats qui sont attendus, notamment avec la double confrontation face au Fennec d'Algérie pour les prochains jours, comptant pour les qualifications de la Coupe du Monde Qatar 2022. Nous entrons dans la deuxième thématique de cette émission. Si beaucoup de millions sont déboursés pour les sélectionneurs à la tête des Lions indomptables, ceux qui ne voient pas vraiment où passe l'argent, ce sont les enseignants et le journal Émergence qui mentionnent que cette quatrième séquence comptant pour le deuxième trimestre, le trimestre charnière de cette année scolaire, pourrait bien être mise à mal, en danger par ce mouvement craie morte observé par les enseignants qui revendiquent 152 milliards d'ensemble de paiements au gouvernement camerounais qui n'a toujours pas répondu. Parmi eux, Soso Eli, 28 années passées en tant qu'enseignant, qui n'a toujours pas perçu le moindre copec du gouvernement. Hervé Villard, on parle beaucoup de football, on parle beaucoup des Lions indomptables. Le président de la République s'est montré très prompt quand il s'agissait de rétablir les faits et de mettre Song Bahana à la tête de la sélection des Lions indomptables. Pourquoi on reste toujours aussi muet à étudier sur le sort des enseignants? Je vous ai dit sur ce plateau, je crois il y a une semaine, que le football traîne beaucoup de passion. Et le football dans ce pays, et davantage les Lions indomptables, ont servi le pouvoir, ont servi le régime en place. Ce n'est pas dans plusieurs discours du chef d'État. Il a cité cette célèbre phrase qui est restée gravée dans nos mémoires: suivez l'exemple des Lions indomptables. Vous voyez un peu. C'est cet arbre-là qui cache généralement les forêts, et on sait quand même que quand on parle des lions, tous les Camerounais deviennent... Tous les Camerounais sont d'accord. Non, ils sont non seulement d'accord, mais ils deviennent tous patriotes, c'est-à-dire qu'ils estiment que c'est le drapeau qu'il faudra défendre à ce niveau. Donc c'est sur cette fibre sentimentale et patriotique-là que le gouvernement serve le plus souvent, en oubliant expressément les vrais problèmes. Il faut quand même rappeler que les problèmes des enseignants, je le rappelle sur ce plateau également, que s'il faut effectivement que le Cameroun soit émergent en 2035 pour citer le chef de l'État, il faut justement que les bases de cette émergence soient en réalité mises sur terre. Et les bases, c'est quoi? C'est l'investissement dans deux secteurs clés. L'éducation
et la santé. La santé. Éducation parce que nous, on va à la conquête du monde. Aujourd'hui, on parle du monde global. On challenge les États-Unis en étant au Cameroun. Il faudrait justement qu'on ait des compétences à même de le faire. Et les compétences, on les acquiert où? C'est à l'école. Vous pensez là que ceux-là qui sont appelés à nous former, ceux-là qui forment nos enfants, ceux-là qui forment l'avenir du Cameroun, qui n'aient pas les moyens suffisants pour pouvoir le faire, quel avenir aurons-nous? On s'étonne effectivement quand on voit ce mutisme de notre gouvernement, le mutisme du chef d'État, qui devrait intervenir au premier chef parce que lui, en tant que fils, il était fils quand même d'agriculteur. Oui. Et justement, il a très souvent fils rendu hommage. Fils de catéchiste. Il a très souvent rendu hommage à son enseignant. Exactement. On sait comment lui-même il a fait sa formation. On sait comment il a fait sa formation. Il a retrouvé son enseignant du cours moyen de, je crois c'était pendant le comice à gauche pastoral et Bolivar. Oui. Vous imaginez toute la joie qu'il avait. C'est cette joie-là qu'on voudrait effectivement que l'on transmette aux enseignants. Oui. Et pour les motiver, pour les amener à bien faire le travail et à construire l'avenir. Si on ne pense pas à ça, je vous jure, on fonce droit vers l'abîme. Ouais, et c'est regrettable. Oui, Rodrigue Tchokoa, le gouvernement qui reste toujours aussi muet face aux revendications des enseignants, à quand une décision ferme pour mettre fin à l'opération Craie morte? Je pense qu'il est temps, effectivement, comme Hervé Villar l'a dit, de réfléchir sur les fondamentaux de notre société. Et l'un des fondements de notre société doit être basé sur le savoir, la transmission du savoir. En fait, l'école, l'école et la santé, bref, les secteurs sociaux. Donc, il va falloir qu'à un moment donné que l'État essaie de réfléchir sur ce pan, parce qu'on ne peut pas comprendre que des gens qui ont réussi l'ascension sociale, ils sont là aujourd'hui dans les gouvernements directeurs. Grâce à leurs enseignants. C'est grâce à leurs enseignants. Alors, je vais paraphraser donc une chronique d'un de nos confrères, Roland Tchapi, qui dans sa chronique a dit que ces gouvernants ne peuvent pas scier la branche sur laquelle ils sont assis. Oui, ils sont passés. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas négliger un domaine qui les a permis d'être là où ils sont aujourd'hui. Donc c'est un autre plaidoyer donc, que nous adressons à l'endroit des gens du gouvernement afin qu'ils réfléchissent sur le problème des enseignants et de façon générale l'éducation. Oui, nous sommes arrivés à la fin de cette édition de la Revue des Grandes Unes. Merci d'avoir été des nôtres, mesdames et messieurs. Restez en compagnie des programmes d'Equinox Télévision. Tout de suite, c'est 10-12 Zénith, emmené par Michel Gachou et toute sa team. À demain.